ou des écoles francophones en réseau. Pour ceux et celles qui n'étaient pas des nôtres hier, je suis Karine Riley et je serai votre maître de cérémonie tout au long de cet événement. Donc, vous allez me voir régulièrement. Le premier conférencier de la journée est M. Ewan McIntosh. M. McIntosh est un entrepreneur et un blogueur éducatif, l'ancien premier conseiller national de l'Écosse sur l'apprentissage et les technologies. À l'origine professeur de français et d'allemand, il se retrouve parmi les premiers au monde à avoir exploité les blogs, les wikis et les podcasts pour l'apprentissage. Ewan McIntosh est le fondateur et PDG de Notosh Limited, l'un des principaux consultants mondiaux en ce qui a trait à l'intégration des médias et de la pensée créatrice en apprentissage. Sa société travaille avec des centaines d'écoles et de secteurs en leur fournissant les résultats de recherche, les idées et l'inspiration dont ils ont besoin pour mieux engager les enfants dans leurs apprentissages. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Ewan McIntosh. Merci beaucoup et merci pour la patience ce matin. Les taxis québécois, ils ont quelque chose à apprendre, je crois. Et bienvenue à tous ceux qui regardent aussi de la France et de partout ailleurs dans le monde. C'est super. Moi, je me suis levé vers 2h30 ce matin, pas parce que j'ai voulu, parce que j'ai du jet lag. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qui développait tôt le matin en France et nos professeurs, collègues qui apprennent là-bas. Alors, cette année, ça fait 30 ans depuis les premiers ordinateurs vraiment personnalisés, personnels, que tout le monde pourrait utiliser. Ça fait 30 ans qu'on a ça. Mon premier ordinateur n'était pas un de ces ordinateurs qu'on voit dans la photo de Jean-Yves Fréchette. Le mien, c'était un ZX Spectrum. Je ne sais pas si ça a voyagé au Canada, un ZX Spectrum. C'était 48K de mémoire. Et quand bref, j'avais 5-6 ans, on écrivait du code pour faire passer des choses à l'écran. Des petits jeux, le bat-et-ball, tu sais, où on a des briques, une petite balle et on essaye de les détruire. On codait ça pendant les week-ends un peu mouillés dans l'ouest de l'Écosse. Il y avait beaucoup de week-ends mouillés dans l'ouest de l'Écosse, donc on faisait beaucoup de code et de programming. Et à ce niveau-là, à l'école primaire, on utilisait les ordinateurs, des BBC Micros. Plus tard, on utilisait des Mac comme ça. Et j'avais vraiment l'impression que c'était encore plus personnalisé peut-être qu'on voit aujourd'hui dans les salles de classe. Il y avait beaucoup moins de direction des professeurs parce qu'on était tous ensemble, des chercheurs. On ne connaissait pas ces technologies, personne ne les connaissait. Donc on était tous aussi égaux et experts que l'autre. Et puis, si je coupe un peu plus tard, je vais dans les années 91, ceci, c'est une pub de Radio Shack aux États-Unis. J'adore le fait que tout ce qu'ils vendent ici, on a une stéréo, une alarme radio, ce qui a toujours mon hôtel. On a la calculatrice hyper mince. Et puis, ça continue. Il y a un Tandy. Vous vous rappelez d'un Tandy? Ça faisait un bruit quand ça marchait. Comme ça, tu avais l'impression vraiment d'utiliser un ordinateur. J'adore le mobile cellular telephone avec un fil. Donc, le mobile, pas mobile. Et bref, quand vous regardez ça, il y a même un radar pour écouter les radars des polices, des choses comme ça. Un cassette tape recorder pour enregistrer sa voix et le réécouter après. Et en total, dans l'argent d'aujourd'hui, ça fait à peu près $5,000 pour acheter tout ce qu'il y a sur cette page-là. Et tout ce qu'il y a sur cette page-là est aussi dans votre téléphone aujourd'hui. J'ai regardé, au Canada, pendant 2 ans, vous avez un iPhone 5 pour $300 sur 2 ans. $300, $5,000. Donc, lorsque hier, on parlait de l'accès qu'on a ou l'accès qu'on n'a pas aux technologies, j'ai rigolé un peu parce qu'on n'a jamais eu autant d'accès. Quand vous pensez il y a 10 ans,
Au Canada, c'est un peu différent, mais en France, en Grande-Bretagne, il y a 10 ans, presque personne n'avait la télévision satellite. On avait 4 chaînes, peut-être 5 chaînes. On s'amusait avec ça. Il y avait plein d'autres choses à faire. Maintenant, tout le monde a la télévision satellite, que tu sois pauvre ou riche. D'ailleurs, c'est les riches qui choisissent de ne pas avoir la télévision satellite. Les télésnobs. Vous en connaissez? Peut-être vous en êtes un. Oh non, je n'ai pas de télévision, moi. Non, je ne regarde pas l'actualité. Je lis le journal le matin, c'est tout ce dont il me faut. Donc, mais le monde a changé tellement que l'accès à la technologie, ce n'est pas juste dans les 30 dernières années, les 20 dernières années, même juste 10 ans. Regarde la différence entre les papes. Ceci, c'est quand les papes sont annoncés. L'image du haut, tout le monde écoute sagement. L'image du bas, même les nonnes, ils ont leur moment capturé. Et vous pourrez peut-être chercher maintenant aussi, le pape, il a même pris des selfies lui-même avec ces gens. Donc, la rapidité de ça a beaucoup changé. Et ça met en question tout. Parce que hier, on avait une journée vraiment portée sur les recherches d'éducation, les recherches de comment marchent nos cerveaux, l'émotion, l'apprentissage. Et c'est très tentant de dire des phrases comme ça. On sait ce qui marche pour apprendre. On le sait très bien. Moi, je l'ai dit. Là, c'était en 2012, à Clare, à Nouveau-Brunswick. Je pense que j'ai même dit les mots « on sait très bien ce qui marche dans l'enseignement. Si on savait juste le mettre en pratique, le monde serait plus facile. » Et c'est très tentant de dire ça. Mais plus c'est la même chose, plus c'est complètement différent. Quand vous regardez toutes les technologies dans le pub de Radio Shack, on les reconnaît. Et on reconnaît aussi que c'est dans nos téléphones portables. Mais on ne peut pas dire que c'est la même chose. Pareil, ce qu'on sait marche dans l'apprentissage aujourd'hui, on ne savait pas que ça a marché il y a 5 ans. On n'avait pas John Hattie encore, qui nous avait démontré les 170 choses qu'on peut faire dans la salle de classe et les 10 choses qui valent vraiment la peine de faire. On n'avait pas des recherches aussi approfondies. Maintenant, on l'a. Donc, est-ce que ça change notre capacité de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas? Absolument. Et donc, la règle générale pour les conférenciers et pour des professeurs qui enseignent lundi matin à 9h, c'est qu'on a une meilleure compréhension maintenant des technologies, on a une meilleure compréhension des meilleures façons pour apprendre, mais très peu de professeurs n'ont jamais une idée complète des faits. Très peu de chercheurs n'ont jamais une idée complète de ce qui marche. Et on a vu les trous dans les recherches. On voit ça chaque jour. Les chercheurs, ce n'est pas toujours la version correcte de ce qu'il faut faire. La seule chose dont on sait, c'est qu'il faut toujours questionner et toujours, en tant que prof, faire nos propres recherches. Et même, je dirais, les élèves. Il faut que les élèves poussent contre ce que nous suggèrent les professeurs pour former leurs propres règles, comment mieux apprendre, pour former leurs propres règles, comment mieux étudier. Et puis, je pensais, en éducation, on a beaucoup de recherches et on peut prouver ou désapprouver de ces recherches. Chaque année, il y a encore un nouveau rapport qui contredit ce qu'on a lu l'année dernière. On peut toujours trouver ça. Hier aux tribunes, vous vous rappelez, j'ai trouvé en rien de temps, je trouve l'article qui dit « Écouter la musique pour étudier, c'est bien ». Et juste à côté, dans les recherches Google, « Écouter de la musique, c'est mauvais ». Donc on peut toujours prouver ou ne pas prouver quelque chose. Donc j'ai tourné vers l'autre moitié de notre travail. Notoche travaille avec les écoles, oui, mais on travaille peut-être 40% du temps avec des compagnies créatives en mode. Je sais, quand tu me regardes, tu dis « en mode, vraiment ?» Mais on travaille avec des grandes maisons de mode de luxe pour savoir quelle est la recette de créativité pour eux. On travaille avec des chaînes de télévision, des compagnies de films. On travaille aussi avec des start-up technologiques. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont les mêmes tensions que les professeurs et les élèves. La tension parce qu'ils veulent être créatifs. Ils veulent toujours faire quelque chose de différent, créatif, nouveau. Ils veulent être le truc du dernier cri. Et de l'autre côté, ils ont aussi des examens à faire, ces compagnies. Quel est l'examen important
pour une compagnie pareille, c'est qu'il faut faire des bénéfices. Tous les 3 mois, d'ailleurs, il faut faire plus de bénéfices que tu as fait le quart, les 3 mois avant. Donc, il faut être toujours de mieux en mieux. Et pour faire ça, ils sont toujours de plus en plus créatifs. Et puis, je regarde les écoles et j'ai peur parfois qu'on fait l'inverse. Donc, à ce moment-là de l'année, est-ce que les écoles sont plus créatives ou moins créatives qu'en octobre? Qu'est-ce que vous pensez? Discutez ça 30 secondes avec quelqu'un à côté de toi. Est-ce qu'on est plus créatif comme professeur et étudiant aujourd'hui qu'en octobre ou moins créatif? Et pourquoi? 30 secondes, allez. Ok, je vous arrête. Et si vous regardez la web diffusion, peut-être vous pourrez tweeter ce que vous avez discuté, et même dans la salle ici. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on est plus ou moins créatif? Plus créatif, mettez vos doigts comme ça, et moins créatif, mettez comme ça. Et si vous ne savez pas, faites ça. Ok. Donc il y en a qui disent qu'ils sont plus créatifs, il y en a qui disent moins créatifs. Si vous avez dit moins créatif, gardez votre main debout. Ok? Ok, gardez votre main en haut si vous êtes dans l'école secondaire. Et je dirais au moins la moitié des gens. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi j'étais prof de français et allemand, et à ce moment-là de l'année, on n'a plus le temps d'être créatif. On a des examens qui viennent. Il faut arrêter d'apprendre, il faut commencer à apprendre à jouer le jeu. Et c'est mon côté sceptique qui parle là. Et avec nos écoles primaires, maintenant, c'est la partie où ils deviennent plus créatifs. Parce qu'ils ont plus de temps. Ils ont fait la plupart des choses importantes de l'année. Et là, ils se libèrent après Pâques pour commencer à faire des projets un peu plus dangereux, créatifs, ils n'ont jamais fait avant. Et avec les écoles s'ils sont dans le moitié nord du monde, c'est exactement comme ça. Dans chaque pays, on travaille. Et si on va en Australie, c'est l'inverse. Et je trouvais ça intéressant que le besoin d'avoir des résultats, surtout en secondaire, ça peut tuer le risque, le soif pour prendre des risques créatifs. Tandis que dans les compagnies créatives, c'est l'inverse. Quand il faut faire plus de recettes, quand il faut faire plus de bénéfices, il faut être plus créatif et faire plus de risques. Et ça m'a été porté l'autre soir. En fait, c'est le soir avant que je suis parti au Canada. Et c'était mes 2 filles qui m'ont inspiré et qui m'ont donné beaucoup trop de devoirs en changeant tout ce que j'allais vous dire. Et je vous montre pourquoi. Okay? Qui a des enfants qui ont jusque 7-8 ans ici? Levez la main. Okay? Je pense que vous allez aussi reconnaître la douleur qu'on a dans notre maison maintenant. Vous reconnaissez? C'est cette chanson de cauchemar qu'on entend tout le temps dans la maison. C'est le film Frozen, La Reine des Neiges, qui est sorti. Je sais que c'est difficile à reconnaître, mais c'est très mignon. Je leur donnerai des cours de chant, ok? Mais très mignon. Ils ont leurs écouteurs enfants pour écouter ça, ils ont l'iPad, ils regardent avec le karaoké. Donc, ils regardent les mots, ils lisent les mots. Moi, je suis très content avec ça. Mais ce film, Frozen, ou La Reine des Neiges, est un des plus grands succès de Disney qu'ils n'ont jamais eu. Ils vont faire plus d'argent avec ça que jamais. Et le film a pris plus de risques de tous les autres films qu'ils ont jamais fait. Ils avaient fait Tangled il y a 2 ans. Si vous avez regardé Tangled, c'était un prototype pour La Reine des Neiges, pour Frozen. Tangled n'était pas le film. Ça, c'était le film qu'ils allaient faire.
Et c'est intéressant parce que Pixar est la compagnie derrière. Pixar a fait, vous connaissez, ils ont fait tellement de films. D'habitude, ils font $1 million en recettes, juste au cinéma. Et Pixar, c'est une compagnie qui a été créée par George Lucas il y a presque 30 ans. Est-ce que vous voyez un lien? Il y a 30 ans, George Lucas a jumelé avec John Lasseter, le producteur qui fait tous ces films, qui a fait Toy Story, qui a fait Frozen, qui a fait tous ces films, qui a fait Up. Et si vous voyez George Lucas et Carl Fredricksen, le personnage principal de Up, est-ce que vous voyez une petite similitude? C'est vrai. Et Up, c'était incroyablement succès. Mais George Lucas trouvait que c'était un peu technique, cette boîte qu'il avait créée. Il avait créé Pixar pour voir la capacité des ordinateurs pour faire des films. Mais c'était beaucoup trop technique. Donc, il a vendu sa compagnie à un tel Steve Jobs, lorsque c'était le chômeur le plus riche du monde. Et donc, Steve Jobs a pris Pixar comme sa propre compagnie. Et lui, il voyait ça comme un super moyen de jouer avec des grands ordinateurs. C'est tout. Il ne voyait pas ça comme une maison de film. Donc, Pixar, en 2006, a été racheté par Walt Disney. Donc, Disney rachète Pixar. Pourquoi? Parce que depuis 15 ans, Disney n'avait pas fait un bon film d'enfant. Si vous arrivez à trouver un bon film de Walt Disney dans les années 90 jusqu'à 2006, je serais étonné. Les films étaient nuls. Et les raisons pour lesquelles ils étaient nuls, je sais que c'est un avis, c'est une opinion, ce n'est pas une réflexion. Mais les films, en général, étaient un peu plus nuls que ce qui venait avant de Disney. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient les chefs, les storytellers in chief, ceux qui racontaient les histoires le mieux, ils étaient tous à la retraite dans les années 90. Ils ont tous parti la compagnie en même temps. Et Disney, comme les écoles, a une énorme hiérarchie. Donc, quand le directeur d'école s'en va, qui est d'habitude le prochain à prendre sa place? C'est quelqu'un de l'intérieur. Et les seuls gens qu'ils avaient à l'intérieur, c'était des producteurs techniques. Et donc, les producteurs techniques prennent les histoires que Disney allait faire et tu finis avec des histoires qui sont techniquement bien, mais qui sont tous pareils. Ça suit la même histoire tout le temps. Et donc, ça fait moins de recettes. Pourquoi? Parce que c'est moins créatif. Ils avaient une recette, ils faisaient la même recette tout le temps, et les gens, ils ne sont pas bêtes, ils n'aiment pas ça. Les gens, ils veulent quelque chose de différent à chaque fois. Donc, depuis 2006, ils ont changé ça. Ils ont changé la façon que Disney travaille. Ceci, c'est le dernier film qui va sortir l'année prochaine. Et ça s'appelle Inside Out. C'est un film qui regarde le rapport entre l'émotion et ses souvenirs. Donc, le mémoire et l'émotion. Et comment ils jouent ensemble. C'est de neurosciences dans un film. Est-ce que ça, c'est créatif? Est-ce que c'est un peu dangereux de faire un film pour les gosses qui parle de neurosciences? Peut-être un petit peu dangereux. Mais est-ce que ça va marcher? Peut-être bien. Il y a un grand problème. C'est que Noël 2013, Disney fait ce film Frozen. Donc, ils font ça en 2013. En 2014, il n'y aura pas de film de Disney. Il n'y a pas un film qui va sortir ce Noël de Disney. Ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des fautes. Ils ont pris des tellement grands risques avec leurs histoires que maintenant, ils n'ont plus de films pour sortir cette année-ci. Ils vont en avoir 2 l'année prochaine. Ils ont pris tellement de risques qu'ils n'osent pas sortir leur film cette année. Ils vont le faire attendre l'année prochaine. Et moi, je voulais comprendre comment ça marche qu'un film, une compagnie avec tellement de succès peut avoir tellement de mal à sortir un film quand ils ont sorti un film tous les ans depuis leur création. Quel était le truc qui ne marchait pas? Et qu'est-ce qui marche pour qu'ils produisent quand même toujours des bons films qui gagnent 30 Oscars, qui font 8 milliards de dollars en total? Et je commence par revenir sur le président de la compagnie. Le président de la compagnie, c'est Ed Catmull. Il a des leçons qui traduisent très bien
aux salles de classe, à mon avis. Et ce que je vais faire, c'est regarder 4 leçons peut-être que Ed Catmull a pris de Pixar, et je vais vous montrer comment ça lie à la recherche qu'on connaît sur l'éducation, sur l'apprentissage, et je vais suggérer comment ça peut lier à la pratique dans la salle de classe. Donc, la grande question, moi je suis levé depuis 2h30 ce matin avec jet lag, en train de réécrire ce que j'allais vous présenter parce que je croyais que ça allait aller mieux. La grande question, est-ce que ça vous intéresse à moitié de regarder ce que je vous propose? Et ce que je vais dire, sinon, je veux que vous alliez sur Twitter, parce que j'ai des amis sur Twitter qui vont m'aider à tout comprendre ce que vous tweetez, et je veux que vous suggérez ce qui manque. Moi, je veux votre critique pendant le keynote, pour que j'ai une chance de changer au fur et à mesure. Est-ce que ça vous va? C'est un deal? Oui, vous n'êtes pas très enthousiaste là. Je vous demande de faire une chose. OK? La première chose que Ed Catmull dit, c'est toutes les idées commencent leur vie moche. We all start out ugly. Chaque idée qu'ils ont, c'est moche au début. Difficile à croire quand tu vois des beaux films. Mais ceci, c'est vraiment très important pour l'école. Et je vais commencer avec ça, comme d'habitude, je le laisse à la fin. Mais une des choses dont on ne fait pas assez à l'école, c'est donner une chance aux élèves de créer des idées. Est-ce que vous vous rappelez aux tribunes hier, comme quoi c'était vraiment difficile de sortir d'utilisation d'informatique qui n'était pas cherchée sur Internet, qui n'était pas lire, qui n'était pas consommée. Je l'ai poussé 3 fois. Est-ce que vous créez des choses? Et c'était difficile de sortir. Oui, on prend des photos, on crée ce genre de trucs. Mais création avec la technologie, j'ai l'impression que ça reste le petit frère un peu démuni de Google, de chercher quelque chose sur Internet. Et une des raisons pour ça, c'est qu'on ne donne pas beaucoup de temps à créer des idées et puis à les prototyper et les essayer. Une des idées qu'on a, qu'on utilise avec nos élèves, beaucoup dans les salles de classe, c'est l'idée qu'ils vont faire, en groupe de 3 ou 4, ils vont créer 100 idées maintenant. Donc en 10 minutes seulement, on demande à 3 ou 4 élèves de créer 100 idées pour résoudre un problème qui leur a été donné et qu'ils ont trouvé. Je voulais vous montrer ce que ça donne dans la salle de classe, parce que c'est une atmosphère de création très énergétique. Ici, c'est le mur d'immersion. C'est là où ils prennent leur inspiration pour leurs idées. Et tu verras le stress et l'énergie qu'ils ont pendant qu'ils sont en train de trouver leurs idées. Il y a le kangourou, on appelle ça le kangourou. Il y a aussi le tiger, sorti d'un autre film Disney, très connu. Les mains, comme s'il avait 60 ans à la retraite. Qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? Les mains qui font comme ça, d'inquiétude. Est-ce que je vais avoir toutes les idées qu'il faut? Vous voyez aussi des élèves qui courent entre les tables, voir ce qu'ont d'autres élèves, parce qu'ils ne veulent pas répéter les mêmes idées que d'autres élèves. Ils veulent créer quelque chose d'original, quelque chose qui est différent. Ils ne veulent pas copier, ils veulent créer. Et alors, on a ces kangourous, on a cette énergie. Et est-ce que tu vois des élèves s'inquiéter de leurs idées, s'inquiéter si c'est bon ou pas? Est-ce que tu vois des gens en train de se justifier? Absolument pas. Mais les adultes, quand ils font ça, c'est comme un rendez-vous départemental. Tout le monde doit se justifier l'idée. Ils disent, ouais, c'est une très bonne idée parce que... Ils commencent à donner 2 paragraphes, 2 sous-paragraphes, conclusion pour chaque idée. Et ces élèves-là, non. Et ce n'est pas parce qu'ils ont 6 ans ou 7 ans, c'est parce qu'on leur a enseigné ça. Qu'avoir des idées, c'est quelque chose de très naturel. Tu peux avoir 100 idées maintenant, en 10 minutes, et demain, on peut faire la même chose en 10 minutes, et tu auras 100 nouvelles idées. Et ils ne vont pas tous être des bonnes idées, ils vont être un peu moches. La plupart vont être nuls. Et dès que vous apprenez que les idées, c'est gratuit, vous commencez à en avoir beaucoup plus. Et quand vous en avez beaucoup plus, vous commencez à en avoir des meilleurs. Donc je vous demande combien de créations peut un élève faire lorsqu'ils sont en train de planifier une dissertation? 1? 2? Combien de versions font-ils lorsqu'ils font un lab? Quand ils font un labo en sciences, en physique? Est-ce qu'ils font un lab? 2? Est-ce qu'ils font 20? 30?
Je pense pas. Et donc, on vient après aux techniques utilisées par d'autres gens. On a Jake Knapp de Google Ventures. Il dit on peut trouver des bonnes choses dans les sketchs moches. Un exercice qu'il fait avec ses collègues, c'est qu'ils prennent un morceau de papier et ils disent vous allez créer 8 idées pour résoudre le problème qu'on a. Mais je vous donne que 40 secondes pour dessiner chaque idée. Vous êtes tous en train, j'imagine, la plupart, d'écrire des mots pour faire un compte rendu de cette conférence. Je pense qu'il y a une personne, peut-être, dans la salle, qui fait des dessins. Et il y a d'autres qui mettent du texte. Vous voyez comme l'Internet, comme les technologies nous poussent souvent à faire des textes. Quand en fait, pour être créatif, les meilleures idées viennent parfois de faire des sketchs moches, faire des gribouillages. Qu'est-ce qu'ils font les enfants de 3, 4, 5, 6 ans lorsqu'ils veulent créer quelque chose? Est-ce qu'ils en écrivent une dissertation? Ou est-ce qu'ils dessinent quelque chose? Donc, à Google, ils dessinent. Jake est responsable des Google Hangouts qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est lui qui a inventé ça, en utilisant cet exercice pour résoudre un problème. Il a aussi inventé le Priority Inbox. Le truc qui te dit, oui, tu as 3500 emails, mais tu en as 3 qui sont importants. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ces deux technologies sont utiles? Absolument, on les utilise tous les jours. Ça a changé la façon qu'on travaille. Et une autre chose qu'on fait, on dit les idées sont moches, on dit même les gribouillages moches ont des bonnes idées dedans. Ben, une autre chose qu'on peut faire, c'est prendre des idées totalement bêtes et en faire quelque chose de magique. Moi, je vais vous donner ça comme idée. Et je veux que vous m'expliquiez pourquoi, en fait, c'est une très belle idée que le gouvernement nous donne tous une voiture. Ok? Je vais vous donner 2 minutes. Et avec 4 personnes au total autour de vous, vous allez expliquer pourquoi, en fait, c'est une superbe idée. Et le gouvernement fédéral, canadien, française, je dirais britannique aussi peut-être, devrait donner une voiture gratuite à tout le monde. 2 minutes. Allez, pourquoi c'est une bonne idée? Une minute. Ok, je vais vous arrêter là. Et je vais énerver le caméraman en allant dans le mauvais parti. Qu'est-ce qu'on a? Vos idées. Vos idées. Je commence avec le pays de Volvo, la meilleure voiture du monde. Donc, quelles idées avez-vous eues? Sauf qu'ils l'ont vendu à la Chine. Oui. Mais si on donne une voiture à chacun, il y aura tellement de voitures dans la rue qu'on ne peut plus rouler. Ah. Tellement de voitures, c'est négatif, c'est un professeur. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je plaisante. Ok, allez. Ce sera tellement bien que le gouvernement, parce qu'ils vont être réélus avec ça. C'est bien, donc c'est une campagne politique. Nous, on pense qu'avec plus de voitures, on inévitablement créerait plus de nouvelles solutions pour c'est ça, trouver des solutions aux problèmes de trafic, de pétrole et tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc, il y aura moins de pollution parce que c'est une voiture par
maison par personne ou... Ouais, OK. Alors, nous, on a décidé que le gouvernement donnerait des voitures électriques à tout le monde. Alors, ça règle beaucoup de problèmes. Donc, il n'y aura plus de carburant. Et c'est une bonne idée. D'autres, ici. Nous, on a décidé de donner des transports différents. Donc, il y en a qui auraient du vélo parce que si on a tous une voiture, il y en a plusieurs qui vont vivre des problèmes d'obésité. Exact. J'adore. D'autres idées, ici. On disait qu'elle allait avoir des voitures rouges et jaunes, puis une journée, c'est les voitures rouges, une autre journée, c'est les voitures jaunes. Voilà, Britt-Marie, on a résolu le problème. Il y aurait moins d'accidents de moto. Moins d'accidents moto. Et la meilleure chose, moins d'accidents cyclistes parce qu'il n'y en aura plus. Donc, je suis cycliste. OK. C'est une bonne idée parce que les voitures seraient toutes en bon état puis il y aurait moins d'accidents liés aux problèmes mécaniques. Oui. Plus besoin de garage, plus besoin de frais de garage. Oui, l'idée du groupe ici, on a brainstormé, créer des voitures de plus en plus modulaires pour que lorsqu'ils vont sur l'autoroute, ils se fusionnent comme les Transformers. Wow, j'adore. Vous avez trop de temps sur votre main. Super idée. OK, la dernière. C'est une bonne solution contre les sans-abri. Dans le fond, tout le monde aurait une place où coucher. OK. Donc, ma question, est-ce une bonne idée ou une idée bête? C'est une bonne idée. Personne ne le fait. Et comme toutes les bonnes idées, il y a une partie un peu, c'est ridicule. Mais quand on dit c'est ridicule, d'habitude, il y a une partie très proche qui est super bien. Et c'est la différence entre une idée médiocre et une idée incroyable. Mais le voir, c'est difficile lorsqu'on a une pression de « il faut que je fasse ce content, il faut que je fasse ce contenu de curriculum, par exemple ». Mais tout ce qu'on vient de discuter, c'est 2 ou 3 moyens que les compagnies créatives, ils ont leurs idées créatives. Mais par rapport à ce qu'on sait de l'apprentissage, il y a beaucoup de pratiques qui sont absolument pareilles. Donc ici, vous avez toutes les choses qui font les professeurs et les élèves pour apprendre ou pour enseigner. Et c'est John Hattie et son équipe en Australie qui ont mis ça dans un ordre. Est-ce que vous êtes curieux de voir quels sont les choses qui influencent le plus l'amélioration d'apprentissage? Oui, waouh, quel enthousiasme. C'est comme le grêle. Regarde, moi, j'aime pas trop cerner sur un chercheur ou un livre pour dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais quand tu regardes ça par rapport à toutes les autres choses, les choses qu'on a écoutées hier soir surtout, on voit beaucoup de semblances. Donc, vous regardez là, la première chose, c'est les conversations pour améliorer la compréhension des prochaines étapes que l'élève va faire pour améliorer sa note au bout de compte ou pour réussir les critères de succès. C'est des programmes pour faire apprendre des outils de compréhension, pour apprendre réfléchir, comme disait Britt-Marie hier soir. L'évaluation formative, pas summative. Donc, les évaluations qui avancent l'apprentissage. Micro-enseignement, des petits groupes vraiment cernés sur quelque chose de spécial, spécifique. Et la pratique espacée. Donc, enseigner quelque chose aujourd'hui en sachant qu'ils ne vont pas le comprendre aujourd'hui. Donc, enseigner quelque chose avec le but de ne pas comprendre aujourd'hui. Mais revenir 2 mois plus tard, enseigner exactement la même chose avec le but qu'on va le comprendre un petit peu mieux. Donc, quelqu'un a posé une question sur Twitter, comment faire ça en maths? Super bonne question, très simple. C'est posé dans chaque conférence que j'ai fait. Personne ne demande comment faire ça en géographie ou en langue, mais souvent en maths. Et ici, c'est quelque chose qu'on peut faire en maths. Parce que les outils créatifs avec lesquels j'ai commencé, oui, c'est difficile de voir comment ça marche tout le temps en maths. Ces outils-là, on peut les utiliser tous les jours. Et les outils, ils utilisent les mêmes pratiques créatives, en fait. C'est les mêmes discussions structurées qu'utilise l'équipe de Pixar lorsqu'ils sont en train de créer un film. Et je vais vous montrer ça parce que, deuxième chose importante qui dit Ed, c'est on passe tous par le même processus. Donc, tout le monde à Pixar parle Pixar. C'est une langue. Tout le monde
à Disney parlent Disney, c'est une langue. En 2006, ça a posé tellement de problèmes. Vous pouvez imaginer si vous aviez 2 écoles avec des styles de dirigeants très différents qui doivent se mettre ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu cette expérience peut-être? Et c'est douloureux parce que vous parlez d'autres langues. Vous êtes tous des profs, vous parlez tous français, mais c'est 2 langues différentes. Et combien de temps, hier et aujourd'hui, est-ce qu'on a parlé des définitions des choses? Beaucoup de temps est passé sur définir ce qu'on fait sans vraiment discuter pourquoi et comment on le fait. Donc, à Pixar, ce qu'ils veulent, c'est avoir un processus pour apprendre. Ils utilisent le mot apprendre, learn. Pixar, c'est une compagnie Disney maintenant, est une compagnie qui apprend. Et ça a un moyen d'apprendre, une langue commune. Quelle est cette langue commune? C'est un peu comme la langue que nous utilisons avec toutes les compagnies technologiques avec lesquelles on travaille, avec tous les producteurs de films, et dont j'ai déjà parlé beaucoup à Nouveau-Brunswick et à Québec déjà. Et c'est le design thinking. Et ils n'utilisent peut-être pas les mêmes mots dans chaque compagnie, mais c'est certainement le même processus. Ça commence par une immersion, l'idée que tu es vraiment submergé par les idées dans lesquelles tu es. Si tu es en train de faire un film sur le neuroscience, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir Jérôme Brunner un peu. Tu dois être immersé dedans pendant 3 ans. Et après, tu vas être immersé dans d'autres choses. C'est génial comme travail, non? Si tu allais faire un film qui parle de professeur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas devenir professeur pour les 3 ans qu'il faut pour le faire. Et sinon, c'est un mauvais film, c'est pas réaliste. Si oui, ça marche très bien. Donc, immersion, vraiment être non seulement en train de comprendre les faits de la matière, mais aussi de les sentir, d'avoir de l'empathie. On dit empathie en français? Oui. Synthèse. Donc, la synthèse, c'est le moment, nos enfants décrivent ça comme le moment eureka, où tu fais « Ah, c'est comme ça que ça marche ». C'est quand tous les morceaux que tu avais viennent ensemble. Puis, c'est l'idéation dont on a déjà parlé, et tu prototypes tes idées. Prototyper, c'est pas faire des versions, 1 ou 2 copies de sa dissertation. Faire des prototypes, c'est commencer beaucoup plus tôt à en créer, et t'en fais 30, 40, 50 versions de quelque chose, et à chaque fois, tu as une évaluation pour améliorer. Donc, tu peux avoir 50 fois l'évaluation que tu as dans une salle de classe traditionnelle, soi-disant traditionnelle. Et le feedback, le rétroévaluation, et aussi le feed-forward, l'évaluation qui pousse l'apprentissage en avant, c'est partout, du début jusqu'à la fin. Et d'habitude, les élèves, ils touchent qu'à ça, ils touchent qu'à idéer et prototyper. Donc, ils arrivent dans la salle de classe et c'est le professeur qui a choisi le problème qu'ils vont regarder. Le professeur dit, vous allez regarder le chauffement de la planète. L'élève dit, OK. Ils le font. Ils viennent avec des idées. Qu'est-ce que c'est le chauffement de la planète? Comment je pourrais démontrer ça? Je vais écrire ma dissertation, faire mon film. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? What's next? Donc, nous, on a essayé de donner tout ce processus aux élèves. Donc, la partie du début, qui est d'habitude fait par le professeur. Et ce processus, c'est surtout juste avoir une langue commune pour parler de l'enseignement. À la base, c'est ça. Ce qui a fait Star of the Sea à Brisbane, c'est une de nos écoles primaires, c'est vraiment donner aux élèves ce qui faisait le professeur auparavant. Et ça commence souvent par une boîte. Ça me rappelle quand moi j'étais à l'école primaire, on avait des boîtes mystères avec des choses dedans, ou la table mystère. Mais l'idée de la boîte, c'est que les élèves, ils ne savent pas de quoi ils se mêlent. Ils ne savent pas quelle est la matière, le sujet qu'ils vont découvrir. Donc, c'est ambigu. C'est un peu comme le vrai monde. C'est ambigu. Eux, ils doivent fouiller et regarder à peu près ce qu'ils font, et eux, ils doivent former les règles du jeu. Quand ils ont des vraies choses qu'ils peuvent toucher, ils ont aussi ils créent eux-mêmes des coins projets où eux, ils mettent les ressources qu'ils ont dans le coin pour présenter, pour se rappeler de ce qui se passe. Ce n'est pas le professeur qui fait le travail du mur, c'est l'élève. Le mur, au début de la classe, c'est vide.
Et c'est les élèves qui construisent les murs avec tous ceux qui remarquent dans un projet donné. Celui-ci, c'est un rat que la fille regarde. Ça parle des Écossais qui étaient envoyés en Australie, les criminels. Et donc, puisque c'était des criminels, on ne leur donnait pas assez de nourriture dans le bateau. Donc, pendant 6 semaines, vers la 5e semaine, il fallait manger les rats. Sinon, tu survivais pas. Et l'Australie est maintenant fondée sur ces fondations de convicts, les criminels. Donc c'était ça l'idée qu'ils allaient découvrir. Il y a aussi les ressources technologiques. Vous voyez ici, il y a le chef de groupe. Est-ce que vous repérez qui c'est le chef de groupe? Il s'est nommé lui-même chef de groupe et il donne à chaque personne ce qu'ils vont faire. Il y a un iPad là, chargé de vidéos des trucs. Et on utilise le mot technique, truc, pour parler de toutes les choses. C'est riche, c'est des vidéos, c'est des journaux, c'est des images, c'est des récits, des poésies, des livres, des objets. Mais il y a trop pour qu'un élève, même le plus intelligent, puisse tout regarder, tout voir. Il faut qu'il sépare les tâches. Il faut que toi, tu vas aller lire ça, toi, tu vas regarder cette vidéo, moi, je vais faire ceci, on se voit dans 2 jours. Et tout le monde, c'est comme une équipe de chercheurs à l'université d'ailleurs. Tout le monde va faire sa recherche et après ils se réunissent autour de la table. Beaucoup d'apprentissage se passe par terre. Donc ils sont en train de se questionner. Après un moment, ils reviennent autour de la table, ils se posent la question, qu'est-ce que tu penses qu'on est en train de regarder et qu'est-ce que tu penses que tu connais déjà de ça? Donc c'est très ambigu toujours. Qu'est-ce que tu crois qu'on est en train de regarder? Et qu'est-ce que tu penses que tu en sais déjà? Et ici, on met toutes les choses qu'ils connaissent, qu'ils savent déjà sur papier, à côté de ce qui est nouveau. Donc du prior learning, si vous voulez. On ramasse tout ça sur papier, mais aussi sur ThingLink ou quelque chose de... Ça dépend. C'est dingue comment avec toute la technologie, les élèves, ils vont toujours prendre le papier dans notre expérience. Le gribouillage encore. Ils veulent d'abord faire ça juste pour discuter. Et ce n'est pas l'acte d'écrire, c'est l'acte de discuter ce qu'ils sont en train d'écrire. Et les élèves commencent à enseigner les uns et les autres ce qu'eux, ils savent sur le projet. Après vient le moment intéressant. Parce qu'ils ont découvert des nouvelles choses. Ils ont commis ce qu'eux, ils croient. Ils ont écrit ce qu'ils croient connaître sur papier. Donc ils ont 2 choses maintenant. Mais ils ont des trous. Ils savent ça, mais il y a un trou au milieu. Je ne vois pas comment c'est connecté. Je ne vois pas les branchements. Je ne vois pas le synapses qu'il faut faire ici. Donc ils commencent à faire quelque chose de très intéressant. Et je vais revenir à Ed. Je vais revenir à Ed Catmull de Pixar, qui parle de ce moment difficile. Il a expliqué ça comme ça. Les gens qui commencent des projets complexes et créatifs deviennent perdus à un moment donné dans le processus. Ils deviennent perdus. Est-ce que vous connaissez ça? Ouais. Est-ce que vous y êtes maintenant, là? Donc, on le reconnaît. Quand c'est complexe, on devient un peu perdu. Et les gens créatifs savent que ce moment va venir. Mais ils savent aussi qu'il y a un autre moment juste après, le synthèse, où ça fait clic, 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 et toutes les idées viennent ensemble. Donc, j'adore l'explication qu'il a. C'est la nature des choses. Afin de pouvoir créer, il faut d'abord internaliser et presque devenir le projet pendant un petit moment. Cette fusion est une partie essentielle du projet. Mais ça nous bouleverse aussi. Lorsque le directeur comprenait son film, avait de perspective, et maintenant, il ou elle le perd. Avant, il voyait la forêt, où maintenant, il n'y a plus que des arbres. Je suis désolé pour ma mauvaise traduction. Ça vient d'un livre qui n'est même pas sorti encore. C'est une exclusivité de lui. Et c'est aussi très mal traduit du coup. Mais vous voyez, quand tu reconnais que ça va être comme ça, qu'est-ce que ça fait à toute une équipe? Si votre directeur d'école dit, écoutez, le mois de novembre, on ne va rien comprendre. Mais t'inquiète pas, parce qu'en décembre, on verra la lumière. Qu'est-ce que ça te ferait? Décontracté, et maintenant on peut se concentrer sur les petites connexions qu'on peut faire. Et donc, reconnaître, c'est la première chose. Donc on reconnaît chez ces élèves qu'ils ne savent pas tout. Oui, pendant 2 semaines, vous avez fait
6 semaines de travail. En général, c'est ça que nos profs nous disent. Ils font 6 semaines de travail en 2 semaines. Parce que les élèves partagent la tâche. Et ils s'enseignent beaucoup plus rapidement qu'un professeur puisse les enseigner. Maintenant, faites vos questions. Donc, ceci, c'est 3 garçons qui font un projet sur l'iconographie religieuse. C'est une école catholique. Et l'iconographie, combien de questions auriez-vous tout de suite, en 10 minutes, à propos de l'iconographie religieuse? Combien? Je ne vais pas vous demander de le faire, ne vous inquiétez pas. Mais en 10 minutes, ces 3 garçons ont réussi à faire 154 questions à propos de l'iconographie religieuse. Et j'adore leurs questions, mais ils n'étaient pas tous des bonnes questions. Rappelez-vous, on est toujours perdus. On voit que des arbres. On sait que nos idées sont un peu moches, nos questions aussi. Donc, ils commencent à mettre un peu d'ordre à leurs questions. Trouver les questions moches, pas très importantes, et les questions intéressantes, les trous intéressants dans lesquels ils pourraient faire une enquête plus approfondie. Et quand ils se séparent, ils ont des questions comme moi, je veux savoir si l'iconographie est en beaucoup d'endroits et on ne le remarque pas. Il y en a un là, moi, je veux savoir si les saints en ont marre d'aider tout le monde tout le temps. C'est une bonne question. Ça, c'est un PhD à étudier ça. Toutes les choses autour. Mais ces enfants, ils n'ont que 7 ans. Ils n'ont pas le droit de faire un PhD encore. Donc, ce qu'ils font, ils séparent la tâche encore. Donc, c'est vraiment une partie créative et puis une partie analytique. Donc là, ils séparent la tâche. Et vous avez sans doute vu cette image si vous avez regardé les sites web. Il y a des questions googlables et des questions non googlables. Les questions googlables, ils s'en occupent lorsqu'ils sont fatigués, ennuyés par d'autres choses dans la classe ou à la maison. Donc, ils sont toujours occupés. Il y a toujours un pile de questions googlables à faire. Ils partagent la tâche là-dessus. Et le devoir qu'ils font, très traditionnel. Quand ils découvrent toutes ces informations googlables, leur immersion est maintenant complète. Ils peuvent passer aux synthèses. Et la synthèse, c'est dire, écoutez, on a étudié ça à profondeur, on a posé nos questions, on est allé encore plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Et les élèves se mettent en tant que professeurs, enseigner tout ce qu'ils ont appris à tous leurs camarades de classe. Le mur derrière devient le mur de la classe, le mur du cerveau. Ils appellent ça « the brain », le cerveau. Et imagine si tu es un élève un peu moins fort. N'est-ce pas chouette de pouvoir aller voir le cerveau de la classe et apprendre de tous ces gens intelligents? Serait-il pas incroyable d'avoir notre cerveau en ligne où on pourrait regarder les idées, les liens de tous les autres? On l'a. On peut. Pourquoi pas avoir la même chose pour nos élèves, que ce soit sur papier ou en ligne? Donc, ils peuvent s'enseigner dans des grands groupes ou ils peuvent faire comme John Hattie le veut, son 6e ou 7e astuce le plus puissante, c'est du micro-teaching, du micro-enseignement. Et là, tu as un élève qui est en train d'enseigner à ses camarades quelque chose. Qu'est-ce qui se passe s'il fait une erreur? Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas raison sur quelque chose qu'il raconte? Oui. Bah oui, quelqu'un peut répondre. Ils disent, moi, je n'ai pas découvert ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Et puisqu'ils sont là dans le googlable, tout est vérifiable. C'est des recherches. Il faut montrer ses sources. Donc, il y a une question aussi de littératie numérique qu'il faut, une base minimum. Et je me demande qui enseigne ça, quand est-ce qu'on l'enseigne? Est-ce les bibliothécaires seulement? Ou est-ce tout le monde? Est-ce les mères et les pères? Qui fait ça? Parce que c'est important. On les montre aussi des moyens non technologiques pour mettre de l'ordre à leurs idées. Un des plus puissants, ça vient du secteur de gaz et pétrole. Quand tu veux chercher du gaz et du pétrole, vous ne faites pas votre recherche dans les carrés, parce que tu gaspilles beaucoup de gaz si vous faites ça. Vous faites dans les hexagones. Et une raison très scientifique pour ça, ils ont plus de côtés. Donc j'ai toujours des profs qui disent pourquoi les enfants doivent connecter les idées en hexagones. Pourquoi pas juste utiliser des post-it carrés? Et la raison, c'est que les hexagones montrent la complexité des idées beaucoup mieux qu'un carré. Les idées ne sont pas carrées, les idées ne sont pas linéaires. Les idées sont... Il y a des élèves dans la salle, j'allais dire un gros mot et je ne vais pas faire.
ils sont très compliqués. Et beaucoup dans l'école, et j'étais enseigné comme ça, on a la feuille rose pour ceux-là, la feuille bleue pour ceux-là, et la feuille jaune pour ceux-là. On simplifie les choses pour les élèves au lieu de leur montrer, oui, c'est complexe. Et ce que vous faites la première fois n'est pas correct. Donc, lorsque les élèves sont en train de modifier l'ordre des idées, ils sont en train de se justifier aussi. Voici un exemple de l'école secondaire des élèves qui essayent de comprendre les verbes français. Donc, le professeur, cette fois-ci, a écrit toutes les parties des verbes français sur des hexagones. Il a donné un groupe d'élèves. Il a dit, écoute, comment ça marche ensemble, tout ça? Et les élèves, ils ont fait cette version-là. Un autre groupe aurait fait d'autres choses. Ce n'est pas la tâche, c'est justifier pourquoi on a fait une telle chose qui fait la synthèse. Donc, vous voyez, la langue commune nous aide à couper directement au travail créatif. Et c'est le troisième point que Ed a mis. Il dit, décidez-vous sur vos propres règles de jeu. Souvent, les règles du jeu de l'apprentissage sont décidées par le professeur. Aimeriez-vous que je décide vos règles d'apprentissage? Aimeriez-vous que je sois un de ces professeurs qui disent, écoutez, vous pouvez juste fermer vos iPads et vos téléphones et vos ordinateurs, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On a l'émeute. On a l'émeute. Mais vous faites ça, on fait ça tous les jours. Avec les portables qui n'ont pas le droit d'être sortis. Portable sur la table où on peut voir l'écran, c'est très bien. C'est quand on ne peut pas voir l'écran, il y a un problème. Donc on peut libérer les élèves si on leur laisse la chance de créer leurs règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire dans les films de Pixar? On va commencer avec les films, c'est plus facile. Je vous donne quelques idées. Ceci, c'est vraiment partager les objectifs d'un film. Donc, l'objectif de ce film-ci, j'espère que vous aimez le fait que vous êtes venu samedi matin et, comme tous les samedis matins, vous regardez des cartoons à la télé. Donc, vous connaissez ce film? Toy Story. Quelle est la règle du jeu? Quelle est la règle principale du jeu? La règle principale du jeu, c'est que les êtres humains ne peuvent jamais entendre les jouets. C'est la règle sacrée de Toy Story. Il faut le savoir. Si on n'avait pas cette règle, l'histoire serait vraiment pas bien. Parce que les jouets parlent pendant qu'il y a des adultes dans la salle. Mais personne ne les entend. OK? Donc ça, c'est le jeu. La règle du jeu de Toy Story, c'est que les êtres humains ne peuvent pas entendre les jouets. Voici un autre film. OK? C'est Ratatouille. Vous connaissez Ratatouille? Oui. Donc, il y a Rémi, le rat, qui devient chef, cuisinier, grand chef cuisinier. Quelle est la règle du jeu? Il faut vraiment regarder tout le film pour savoir. OK? Voici votre devoir. Regardez Ratatouille avec vos enfants. Et je vais vous montrer un peu. Je vais vous donner un petit indice. OK? Faut que j'arrive. Oh, j'ai pas les minutiers. Attends. Faut que j'arrive là. Non, c'est avant. Bref, la règle, c'est que Rémi, qu'est-ce que tu remarques de Rémi? Est-ce que tu veux un rat, déjà, qui se met sur deux pattes? Rémi se met toujours sur deux pattes. Tous les autres rats se mettent sur quatre pattes. Parce que c'est Rémi qui est spécial. C'est la règle du jeu. Donc, tu ne verras pas un autre rat en train de marcher sur deux pattes. Sauf Rémi fait ça. OK? Je ne trouve pas le moment. C'est un moment très bref dans le trailer où vous voyez ça. OK? La règle du jeu de ce nouveau film, très difficile. Pete Docter, c'est le régisseur de ce film. Et une des règles, en ce moment, l'année dernière, c'était que les souvenirs, c'est la boule qu'elle tient dans sa main. Donc ça représente un souvenir. Le souvenir était dans le cerveau et il traversait des chutes pour aller dans la mémoire. Okay? Donc il y avait des chutes et les boules tombaient dans les chutes pour aller dans la mémoire. Et puis, quand ils étaient rappelés, ils allaient descendre d'autres chutes pour revenir dans la tête, dans le cerveau, pour qu'on se rappelle de ça. Okay? Je te dis, c'est risqué. Hein? Neurosciences pour les enfants de 7 ans. C'était un peu comme faire du bowling, que la boule redescend à la personne qui va jeter la boule.
Donc c'était élégant, tout ça, mais Andrew Stanton, qui est un autre producteur, a suggéré d'autres choses. Il disait qu'il fallait clarifier les règles du jeu. Donc, comment les mémoires, comment les souvenirs et les émotions changent par rapport au temps. Donc, lorsque la personne devient de plus en plus âgée, est-ce le même mémoire qui descend le chute ou pas? Est-ce le même boule ou pas? C'est une super bonne question. Et le problème pour le producteur, il avait fait un joli film, tout le monde l'applaudissait, mais le règle de jeu était faible. Il n'avait pas passé assez de temps à définir son règle du jeu. Et du coup, il y avait quelque chose de médiocre. Et il fallait sortir ça. Donc, quand vous parlez de vos salles de classe, quelles sont vos règles du jeu et comment sont-ils décidées? Et surtout, comment les élèves internalisent les règles du jeu pour savoir que c'est une règle du jeu? Est-ce que vos élèves, vos étudiants, sont aussi pédagogues que vous? Moi, je vais aller à un autre chercheur, Dylan Wiliam. C'est le chercheur le plus misérable en éducation. Je n'ai jamais vu sourire, mais il est hyper intelligent. Il vient du Pays de Galles, il habite à New York. Il devrait être content, parce que New York, c'est mieux que le Pays de Galles. Mais il y a des Gallois dans le public, là, ou non? Non. Donc, il a 5 règles de jeu pour faire la salle de classe. Ça tient très fort aussi au travail de John Hattie, en fait. La première, c'est clarification et partage des objets d'apprentissage et les critères de succès. Le mot-clé, c'est partage. Les objectifs, ce n'est pas comme pizza de Domino's. Ce n'est pas quelque chose que le professeur livre aux élèves. Voilà ce que tu vas apprendre aujourd'hui. C'est négocié, c'est partagé. Les élèves, ils ont au moins la même influence dessus que le professeur. Pareil pour les critères de succès. Donc, dans une salle de classe de maths, qu'est-ce que c'est être un bon mathématicien? Est-ce que vos élèves comprennent ça? Est-ce que vous n'avez jamais discuté ça? Deuxième, créer des conditions et les règles du jeu pour des discussions efficaces et des activités qui produisent la preuve qu'on a appris quelque chose. Donc, c'est très bien d'avoir de group discussion, mais qu'est-ce qui se passe à cette conversation? Comment vous savez qu'ils discutent quelque chose qui avance leur apprentissage? 3. Donner des évaluations qui poussent l'apprentissage en avance. Mon collègue Chris Hart en Australie appelle ça feed forward au lieu de feedback. 4. Activer les étudiants comme les ressources, les uns pour les autres. Et 5. Activer les étudiants comme dirigeants de leurs propres apprentissages. Donc, si ce sont ces 5 règles de classe, on peut mettre ça sur une carte postale sur le bureau, sur le poster pour qu'on n'oublie pas. Mais là, on a au moins une langue commune, on a un processus commun, et on a des règles du jeu. Donc, quand on ne joue pas avec les règles du jeu, tout le monde peut s'auto-corriger. Et il se passe que ces 5 choses-là sont aussi très, très importantes pour faire une salle de classe où les élèves avancent leur propre apprentissage au lieu d'attendre voir ce que le professeur va leur donner après. Et je vais finir un peu avec ces derniers conseils qui sont liés à ça. Ils cherchent le maximum d'évaluation pour en faire des grands titres. Ce qu'ils ont, vous devez peut-être vous demander, alors en Pixar, est-ce qu'ils font ça dans des rendez-vous? Comment est-ce qu'ils se donnent ce feedback? Comment est-ce qu'ils se donnent cette évaluation? Et le mot qu'on essayait de chercher ce matin, mais on n'a pas trouvé en français, c'est un groupe qu'ils appellent The Brain Trust. The Brain Trust, la banque de cerveau. Bref, ils prennent 20 ou 30 personnes dans une salle qui ont tous fait le même voyage à un moment donné et ils peuvent tous faire la critique du film qu'ils sont en train de regarder. Et le producteur de film prend des notes. Le directeur de film doit écouter. Il n'a pas le droit de se justifier ou se plaindre. Le producteur prend des notes et fait les grands titres de l'évaluation pour qu'il puisse en faire quelque chose. Mais dans le feedback, dans l'évaluation, il y a aussi des règles. Et voici un petit clip vidéo que je vais partager après de Ron Berger des États-Unis. Vous avez vu peut-être? Et sinon, je vais poster sur Twitter ou quelqu'un peut le poster de ma part. Bref, il parle de la qualité de feedback et le fait que la plupart du temps, on n'y pense pas. Il a inventé une règle très simple pour le feedback, c'est que le feedback, l'évaluation doit être gentille, spécifique et utile.
Et c'est exactement les mêmes règles utilisées par Pixar lorsqu'ils font leur Brain Trust. Donc, j'aimerais bien appeler ma classe The Brain Trust, pas juste ma classe, parce qu'ils sont aussi utiles les uns pour les autres que le professeur. Et dans ce clip, tu vois la tâche qui était de redessiner un dessin scientifique de ce papillon. Et comme la plupart d'enfants de 6 ans, ils regardaient l'image. Le petit garçon s'appelle Austin. Et au lieu de faire un dessin scientifique, il a fait un dessin d'un enfant de première grade, de 5 ans. Et l'image qu'il a fait, c'était ceci. Très mignon. C'est le genre de papillon que ma fille a ramené je ne sais pas combien de fois de sa salle de classe, avec un gros tic qui dit « bien fait, t'as bien fait ». Mais pendant la vidéo, on voit que les élèves sont très spécifiques et très gentils. Ils disent « non, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça qu'il fallait dessiner. Il fallait que l'aile vienne un peu plus par là, soit plus précis. Il faut qu'il vienne par là. Il faut que ça commence à cet angle-là, un peu plus. » Donc voilà la deuxième version. Est-ce un bon papillon? Not really. Si ma fille ramenait ça de l'école, je serais un peu « oh, c'est très joli, c'est quoi ?» Troisième version, vous verrez dans un instant que si vous pensiez que ça c'était OK, mais pas terrible, là, oh, et c'est ça le problème avec les vidéos, comme ça. Je vais poster les vidéos, mais vous allez voir que le plus grand danger pour ces élèves, c'était de ne pas avoir de l'aide spécifique. Donc, voilà la troisième version. Vous voyez que ce n'est vraiment pas bien. C'est l'équivalent de ce que Ed avait dit. On ne voit que des arbres, on ne voit plus la forêt. Et puis, avant de pouvoir quitter, là, la plupart d'enfants, ils quittent. Beaucoup d'écoles avec lesquelles on travaille, ils arrivent dans ce trou et ils disent « oh, c'est trop difficile, on pense qu'on fait une erreur ». Il faut dire non, il faut pousser. Parce que regarde, la quatrième version qui vient. Mieux? Beaucoup mieux. Donc, il reçoit maintenant des feedbacks pour mettre les lignes à l'intérieur. Il réussit à faire ça. C'est un enfant de 5 ans. 6e version, il met sa couleur. Et la leçon ici, c'est que sans évaluation de ses camarades qui étaient d'une belle qualité, il n'aurait jamais pu faire un super bon travail. Il aurait fait un travail d'un enfant de 5 ans. Mais il faut de feedback qui est gentil, spécifique et utile surtout. Il ne faut pas juste dire que les choses sont awesome. Il faut dire pourquoi c'est awesome et pourquoi ça pourrait être mieux. Et dans une de nos salles de classe à Londres, le prof a mis ça sur son mur. Fail, first attempt in learning. Parce qu'elle voulait que les élèves voient chaque fois qu'on dit c'est bien, mais ça pourrait être mieux, pas comme une critique méchante, mais comme une opportunité d'améliorer. Elle doit donner du langage, encore du langage commun aux élèves pour parler de ça, parce que les élèves ne sont pas habitués à donner des évaluations très fortes. Donc, ils utilisent des images comme ça. Ça vient de Flickr Creative Commons. Les enfants cherchent une image qui reflète l'émotion qu'ils ont par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, qui sont comme ça avec cette conférence, en apprenant à propos de la technologie, les possibilités, qui se sentent un peu comme s'ils sont sur cette route, la grande ouverture devant nous. Il y a peut-être d'autres gens qui regardent ça et qui disent « oui, je me sens totalement perdu, il n'y a pas de panneau, je ne sais pas où je suis et je n'ai même pas mon GPS. » Tu peux interpréter l'image comme tu veux, mais l'image donne une façon de commencer à parler de comment on se sent à propos de notre apprentissage. Qui sont comme ça? Qui se sentent comme ça? Ça, c'est le prof de maths. Désolé. Je suis un prof de français et allemand, c'est normal, OK? Et qui se sent un peu comme cet garçon en Écosse, entouré des choses qui ne marchent pas, les maisons sans fenêtres, un endroit très pauvre, mais il est content comme tout, parce qu'il a ce qu'il lui faut pour le moment. Donc, les élèves commencent à parler, ils impriment ça, ils mettent dans les livres, au cas où l'Internet ne marche pas dans l'école ce jour-là. Ça arrive parfois, apparemment. Et donc, ils mettent un livre de visual tags, ces photos qui provoquent une réaction pour qu'ils puissent discuter de ce qu'ils font, comme ils le font.
Et aussi le Jelly Baby Tree, produit par des collègues dans une université en Angleterre. C'est dessiné pour faire une réflexion de presque toutes les émotions que tu peux sentir dans une salle de classe. Nos professeurs, ils impriment les têtes de leurs enfants et magnétiques. Et les enfants peuvent après coller là où ils se sentent. Donc, au début d'une leçon sur les chiffres négatifs, sur la gauche, tous les enfants sont vers le bas. Pour la fin de la leçon, le prof dit alors, comment vous vous sentez à propos d'addition des chiffres négatifs maintenant? Et tu vois, la plupart des gens montent vers le haut, sauf il y a 2 ou 3 en bas. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu es un enfant en bas? Avant, tu demandais au prof. La plupart de ces enfants ne demandaient pas au prof de l'aide parce qu'ils se sentaient stupides et bêtes. Donc, ils ne faisaient pas. Ils restaient muets. Merci. C'était juste un test si vous écoutiez. Merci. Ouais. Et je disais ça quand j'étais prof d'allemand. J'étais le pire prof d'allemand du monde. Donc, toujours 2 semaines avant mes élèves, c'est tout. Donc, vous pourrez demander au professeur de l'aide. Ou tu pourrais juste aller directement à ton camarade qui s'est mis là-haut et te dire, écoute, si tu es tellement intelligent, peux-tu m'enseigner comment faire ça? Le professeur, le directeur de l'école adore parce que c'est en confiance aux gens, aux élèves, de parler de leurs émotions et comment ils apprennent. Ils peuvent verbaliser, internaliser. On a vu beaucoup ce mot internaliser. Et c'est tellement important d'internaliser ce qui marche pas dans son apprentissage. Pourquoi? Je vous rappelle les mots de Ed Catmull de Pixar qui disait à un moment donné, tout nous filme plus. À un moment donné, même la Reine des Neiges puait qu'on filme. Et la seule façon qu'on peut résoudre ça, c'est avoir des conversations franches, ouvertes, gentilles, spécifiques et utiles. Donc je vous laisse avec ça comme idée ce matin. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai 2 conclusions en fait. Et là, j'espère que la technologie nous a servi. Parce que dans la salle, j'ai ma propre Brain Trust. Est-ce que ma Brain Trust peut se lever pour se montrer au monde? J'espère qu'ils étaient venus quand même. Vous êtes où? Levez-vous, les étudiants qui m'aident. Oh, ils sont là-bas, je ne vois rien. Donc voilà, est-ce que vous pourrez les applaudir? Merci. Donc, on a Marianne, Laurie, Marie-Pierre, Roxane, Mathieu, Héloïse et Johanna. Et eux, ils ont fait, parce que moi, j'en ai marre, je suis conférencier, j'en ai marre d'aller aux conférences, entendre des adultes parler de ce qu'ils devraient faire, les autres adultes. On met beaucoup de pression sur les professeurs de faire quelque chose. Les professeurs doivent faire ça, les directeurs d'école doivent faire ça. Et moi, je leur ai dit hier, écoutez, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que les élèves, on parle de student-led learning, on parle de donner plus de pouvoir aux élèves et on leur donne jamais l'outil pour le faire. Donc, je n'ai pas lu ça, c'est peut-être nul ce qu'ils ont fait. C'était pas très gentil, ni utile, ni spécifique. Mais voilà ce qu'eux, ils vont faire. En tant qu'élève, on doit aussi s'impliquer. Quand les enseignants proposent des idées en utilisant les technologies, ils se découragent facilement. Donc les élèves ont aussi leur bout de chemin à faire. Il faut leur montrer qu'on est intéressé et qu'on est prêt à les encourager. Les professeurs se nourrissent de l'enthousiasme de leurs élèves. On devrait être encouragé à la créativité, les risques, à tomber pour se relever meilleur, à ne pas prioriser les performances. En tant qu'élèves, nous devrions créer un forum d'école où tout le monde serait bien à l'aise de donner leurs idées et à poser leurs questions. Pas avoir peur de poser les questions et de s'affirmer, car l'opinion des élèves est aussi importante. On a une tête sur les épaules et on voit parfois les choses d'un autre côté. Idéaliste, trouver un moyen de financer l'achat de tablettes propres à chaque élève. Plus besoin de manuels ni cahiers de notes et connecté avec les tableaux interactifs, la communication élève-prof est favorisée. Avantage écologique également. C'est vrai. Les élèves veulent être impliqués dans les cours. Plus de cours magistraux, comme celui-ci. Les élèves pourraient aussi parler en avant de la classe, exposer aux autres leurs idées, ceux qui comprennent, s'aider entre nous et ne pas dépendre des enseignants. Les élèves aimeraient pouvoir donner leurs idées, par exemple, pour les sujets de cours ou des productions écrites.
toutes les idées sont bonnes. Une idée, c'est la plus belle démonstration de l'intelligence. Se développer en tant que personne à l'école, ne pas viser l'acquisition de compétences trop spécifiques et encourager le développement global, il faut pouvoir définir nos propres règles. Écoutez, c'est une belle conclusion, je crois, pour une conférence. Merci tellement. Je rajoute 6 points liés à ça. Est-ce que vous perdez votre temps dans votre salle de classe à enseigner ce que les élèves pourraient googler dans le bus? Qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pour pouvoir comprendre des idées tellement complexes, pour ne plus donner la feuille bleue aux gens intelligents et la feuille rose aux autres? Qu'est-ce que vous faites pour, comme ils demandent, inspirer les élèves à prendre des risques avec leurs idées, et non seulement ça, de les prototyper et les voir en action, de voir l'échec qu'ils ont quand ils essayent de mettre ces grandes idées en route comme un pas pour mieux apprendre. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme outil? Quelque chose qui est peut-être pour l'école primaire, mais qui est utilisé dans une salle de classe de calculus au Japon, dans une de nos écoles. Soit pour que les élèves montrent l'émotion de leur apprentissage, ou peut-être que les élèves vous montrent ce qu'ils comprennent. Et surtout, je reviens au début, la technologie a beaucoup changé, et de même côté, ça n'a pas beaucoup changé. Mais on a jeté toutes ces choses à la poubelle pour les remplacer avec une chose qui a plus de valeur. Pendant 1 jour et demi ici, vous allez rencontrer tellement de nouvelles idées. La plus grande question que je vous pose en tant que professeur et directeur, qu'est-ce que vous allez jeter pour faire la place dans vos vies, pour vraiment aller en profondeur dans votre propre immersion, dans les choses qui valent la peine, dans les choses créatives qui vont faire votre prochain grand succès. Merci beaucoup pour votre coopération et merci beaucoup pour nos amis français. Merci. Merci. Alors, on a le temps, peut-être 3 minutes pour quelques questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à adresser à Ewan? Non, merci. Au revoir. J'ai vu que j'ai 168 questions sur Twitter. Moi, je vais répondre sur Facebook si vous voulez du café, quoi. Maintenant, il y a toujours l'ouverture en ligne pour faire ça, pour continuer la discussion. Et je vous donne les 10 secondes de thinking time. Bonjour Yoann. Merci encore, c'était très inspirant comme chaque fois que je t'écoute. Et puis c'est rassurant de savoir qu'il y a des choses qui ne puent pas, alors bravo. Ce que j'ai beaucoup aimé de ta présentation et que je trouve rafraîchissant, c'est que tu fais un très bel équilibre entre l'apport de nouvelles technologies et l'apport de la pensée et de ce qu'on peut faire en classe sans nécessairement se tourner vers les nouvelles technologies. Et il y a souvent ce débordement qu'on a chez nous dès lors qu'on verse dans la technologie, d'oublier et de rejeter ce qu'on faisait auparavant. Et donc, c'est de voir comment les nouvelles technologies peuvent aussi nous éclairer dans nos pratiques sans nécessairement se tourner vers l'instrument, vers l'appareil. Alors, je ne sais pas si tu peux élaborer là-dessus, mais je trouve ça sur un thème comme le nôtre, de ces journées du RFR, de faire la part des choses et de ne pas trop verser. Je sais que Marie-Barthe hier a aussi pris cet angle-là, mais le tien est beaucoup plus, tourné vers l'équilibre entre les deux et comment on peut innover en utilisant une nouvelle technologie. Moi, je lis beaucoup. Et quelques sites que j'adore sont là. Ils ne parlent pas du tout de la technologie. Moi, je suis inspiré par Brain Pickings, ce qui parle des livres, qui parle d'art plastique, de dessin, qui parle de la beauté des équations mathématiques. Équations. Les sommes. Je préfère lire ça
que lire Wired Magazine. Je lis quoi d'autre? Je lis Inc.com. C'est quelque chose qui parle de grand business, comment ça marche, et très peu qui parle vraiment de la technologie. Quand vous regardez les magazines que les vrais gens lisent, il n'y a pas une section technologie là. Est-ce que vous voyez technologie là? Non. Et pourtant, on parle de approfondir, grandir, comment diriger, comment innover. Mais innover, ce n'est même pas par rapport aux technologies tout le temps. On parle de gens, on parle de l'argent, bien sûr, vidéo. On parle de petites idées qui vont peut-être grandir. Mais commencer par la technologie, c'est fétichiser la technologie. Et les fétichistes de technologie, c'est nul comme passe-temps. C'est pas très intéressant. On peut s'intéresser à tellement d'autres choses qui pourraient apporter plus à l'apprentissage que juste la technologie. Et souvent, en pensant à ces choses-là, on utilise mieux notre technologie derrière. C'est une réponse un peu blabla, peut-être, mais bref, c'est pas juste la technologie qui fait marcher la technologie. C'est l'art aussi. Merci, Youn. C'est tout le temps que nous disposons. Alors, Merci on passe beaucoup. la parole à Karine, qui est juste derrière toi, je crois. C'est gentil. Merci beaucoup.